je m'appelle Madeleine Laurent et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire d'amour ordinaire. À 60 ans, j'avais cessé de croire à la magie, j'avais rangé mon cœur dans une boîte, refermée à double tour, avec l'étiquette trop tard. Mais tout a changé le jour où j'ai perdu ma valise à la gare de Lyon. Et dans cette valise, il y avait bien plus que des vêtements. Il y avait mon passé. Je m'appelle Madeleine Laurent et j'ai 60 ans. J'habite seule à Dijon, dans un petit appartement au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur. Il y a une grande horloge au salon qui ne donne plus l'heure depuis des années. Mais je la garde là, comme un rappel discret que le temps s'arrête parfois, sans prévenir. Chaque matin, je me lève à 6h45 sans réveil. J'ouvre les volets avec lenteur. La lumière entre comme une promesse timide. J'arrose mes plantes, 3 orchidées qui, étrangement, ont survécu à mes oublis, et un ficus bancal que j'ai hérité de ma mère. Ensuite, je prépare du café noir, toujours sans sucre, et je m'installe près de la fenêtre pour regarder le monde aller quelque part. Pendant que moi, je reste là. Il y a quelque chose de rassurant dans la routine. On sait ce qui va venir, on anticipe, on contrôle. C'est sans doute pour ça que j'ai toujours aimé enseigner la littérature classique. Les histoires ont un début, un milieu et une fin, même les tragédies, surtout les tragédies. J'ai enseigné pendant 35 ans dans un lycée public. Je n'étais pas la prof la plus drôle ni la plus moderne, mais les élèves savaient que chez moi, les mots avaient du poids. Je parlais de Stendhal comme on parle d'un ami qu'on aurait perdu, et de Marguerite Duras comme d'une sœur aînée qu'on admire en silence. J'aimais mon métier, j'aimais mes livres, j'aimais avoir l'impression d'être utile à quelqu'un. Mais un jour, j'ai compris que je n'étais plus nécessaire, ni là-bas, ni nulle part. Le jour de mon départ en retraite, ils m'ont offert une montre gravée, un bouquet de pivoine et une carte signée par tous les collègues. J'ai souri, j'ai dit merci, puis je suis rentrée chez moi. J'ai posé la montre dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais ouverte. Mon mari, Michel, m'avait quittée depuis longtemps déjà. Officiellement, nous avons divorcé en 2003, mais en vérité, il avait disparu de ma vie bien avant. Il était là physiquement, bien sûr. Il rentrait, il dînait, il parlait météo, mais entre nous, il n'y avait plus rien. Plus de regard, plus d'attente, plus de désir. Juste 2 fantômes partageant une salle de bain. Nous n'avons jamais eu d'enfants. Les raisons sont floues maintenant. Un mélange de ce n'est jamais le bon moment et de on verra plus tard, et puis plus tard est devenu trop tard. Et le vide est resté. Après le divorce, j'ai essayé de rencontrer d'autres hommes. Internet, club de lecture, voyage en groupe pour seniors. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les hommes de mon âge étaient en souvent amers, ou désabusés, ou simplement absents. Ils cherchaient des femmes plus jeunes, ou des compagnonnes de soins, ou des bras sans histoire. Moi, je n'étais rien de tout ça. Je n'étais ni jeune, ni silencieuse, ni résignée. J'étais une femme qui avait encore des choses à dire, mais personne pour les entendre. Je ne suis pas triste, je ne me plains pas, je suis vivante. Et il y a quelque chose de noble dans la solitude choisie. Mais, parfois, le soir, quand tout est calme, je me demande à quoi ça aurait ressemblé, la vie, si j'avais eu le courage de ne pas tout effacer, parce qu'il y a une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Avant Michel, avant les livres, avant la salle des profs, il y a eu Louis. J'avais 20 ans, lui aussi, c'était à Paris. J'étais étudiante en lettres à la Sorbonne. Il était serveur dans un café près du Panthéon. Il avait des mains larges, un rire d'enfant et des yeux qu'on ne pouvait pas oublier. Nous sommes tombés amoureux comme on tombe dans un rêve sans prévenir, sans réfléchir, sans se demander si ça durerait. Pendant presque 1 an, nous avons vécu dans une bulle. Pas de promesses, pas de projets, juste le présent, l'intensité, la simplicité. Et puis, un jour, il n'est pas venu, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Il ne répondait plus au téléphone, il n'était plus au café. J'ai fait le tour des hôpitaux, appelé ses amis. Rien, silence. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Pendant des années, j'ai imaginé tous les scénarios, un accident, un départ précipité, une fuite, ou pire, une trahison. Peut-être qu'il n'était qu'un mirage, un passage.
un chapitre sans suite. J'ai mis cette histoire dans une boîte. Une vraie boîte, en carton brun, dans mon armoire. Dedans, il y a 2 lettres, une photo de nous prises au jardin du Luxembourg et un petit mot qu'il m'avait laissé une nuit sur la table. Tu rends tout plus lumineux. Madeleine. Je n'ai jamais su quoi faire de ce souvenir. Il ne m'a jamais quitté, mais je l'ai gardé à distance, parce que je croyais qu'à 60 ans, il était trop tard pour espérer encore, trop tard pour aimer, trop tard pour que quelqu'un, quelque part, vous regarde comme si vous comptiez. Et pourtant, ce matin-là, en partant pour Paris, une étrange sensation m'a effleuré la peau, comme un pressentiment, un frisson. Je ne partais pas seulement pour une exposition, je partais pour croiser une version de moi que j'avais oubliée, et un passé qui n'était peut-être pas aussi terminé que je le croyais. Paris, gare de Lyon, un samedi matin gris, les gens pressés, les annonces métalliques, les valises qui roulent sur le carrelage avec un bruit de course. Je suis descendue du train avec cette impression étrange, d'être étrangère dans ma propre histoire. Il y avait longtemps que je n'étais pas venue ici, 10 ans peut-être, plus. Je me suis arrêtée un instant sur le quai, juste pour respirer. Pas l'air de la ville, non, mais l'air du passé, celui qu'on sent, parfois, quand le vent vous apporte une odeur de café brûlé ou un accent familier dans la foule. Je tenais ma valise, une valise banale, grise, un peu rayée sur le côté gauche. Dedans, mes vêtements, un carnet, une trousse de maquillage fatiguée, un petit livre de poche de Camus et une vieille lettre, celle que je n'ai jamais envoyée à Louis. Je ne sais pas pourquoi je l'avais prise, peut-être pour la jeter ou la relire une dernière fois. J'ai traversé la gare à pas mesurés, regardant les gens comme on regarde un film, des scènes brèves, des émotions tranchées, des mots qu'on devine sans les entendre, une mère en larmes, un adolescent qui rit seul devant son téléphone, un homme en costume qui court. Et puis, un choc! Quelqu'un m'a percuté par l'arrière, ma valise a glissé de ma main, je me suis tournée vivement. Un homme, la cinquantaine, s'est excusé, a pris sa propre valise et a disparu dans la foule avant même que je puisse dire un mot. Rien de grave, me suis-je dit, juste un accrochage banal. Mais en arrivant au hall principal, quelque chose m'a semblé étrange. La valise était bien là, dans ma main, même modèle, même taille, même rayure. Et pourtant, je l'ai posée devant moi. Je l'ai ouverte, et mon cœur a raté un battement. Des affaires d'homme, une chemise blanche soigneusement pliée, un livre de poésie italienne, une montre ancienne dans une boîte en velours bleu. Ce n'était pas ma valise. Et la mienne perdue, ou pire, entre les mains de quelqu'un d'autre. Je me suis sentie soudain nue, pas à cause des vêtements, non mais parce qu'il y avait, dans ma valise, un morceau de moi, un passé intime, vulnérable, cette lettre, ce carnet, et l'idée que quelqu'un, un inconnu, puisse tomber dessus me glaçait. Je me suis précipitée vers le guichet d'accueil. Une jeune femme m'a écoutée avec un demi-sourire professionnel. Elle m'a demandé une description de la valise, puis elle a tapé sur son clavier. « Venez avec moi, madame ». Une valise grise a été signalée par un autre voyageur dans la salle de réclamation. Elle m'a conduite dans un couloir derrière les quais, le cœur battant. J'ai marché comme dans un rêve. Et là, dans une petite pièce vitrée, je l'ai vu. Un homme était assis, le dos légèrement voûté, tenant ma valise sur ses genoux. Il la regardait comme s'il tenait un objet sacré. Ses cheveux étaient gris, sa veste en lin beige légèrement froissée. Il portait des lunettes fines, posées au bout du nez, et son profil. Non, c'était impossible. Mais je le connaissais, ou plutôt, j'avais connu ce visage. Je me suis figée dans l'embrasure de la porte. Je n'arrivais pas à respirer. Le temps s'est étiré comme une note tenue trop longtemps. Puis il a levé la tête, et nos regards se sont croisés. Je n'ai pas parlé, j'étais paralysée. Lui, en revanche, a plissé les yeux, comme s'il cherchait à me reconnaître. Mais je n'ai rien vu dans ses yeux. Pas d'étonnement, pas de joie, pas de mémoire, rien. Il s'est levé lentement, puis a demandé d'une voix calme, « Madame, cette valise est à vous. » Sa voix, la même, sauf qu'elle ne tremblait plus d'émotion. Elle était neutre, détachée. Je n'ai pas su quoi répondre. Ma gorge était sèche. J'ai simplement hoché la tête. L'employée a souri, satisfaite,
et à noter quelque chose sur un formulaire. Très bien. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Vous pouvez récupérer vos affaires? L'homme m'a tendu la valise, nos mains se sont frôlées. Et à cet instant, j'ai su, c'était lui, Louis. Le même Louis que j'avais tant cherché, celui que j'avais aimé, celui qui avait disparu. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne me reconnaissait pas un frisson, pas un mot. Je voulais crier, le secouer, lui dire Louis. C'est moi, Madeleine. Mais je suis restée là, muette. Je n'étais pas prête, pas pour ça. Je me suis retournée et je suis sortie sans un mot. Mais à travers la vitre, juste avant de tourner à l'angle, je l'ai vu ouvrir ma valise. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Il sortait, la lettre, ma lettre, celle que je n'avais jamais envoyée. Il la lisait, les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés. Et puis, il s'est figé, comme frappé de plein fouet par quelque chose qu'il avait longtemps oublié. Je suis sortie de la gare comme on sort d'un rêve trop lourd. La lumière m'éblouissait, le vacarme des voitures, des pas, des voix. Je n'entendais plus rien, ou plutôt, tout sonnait comme étouffé, comme si j'avais de la ouate dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. Louis, c'était Louis, mais il ne m'avait pas reconnu. Et pourtant, il avait ouvert cette valise. Il avait vu la lettre, et j'avais vu son visage changer, son regard se troubler, ses doigts trembler. C'était bref, subtil, mais je connaissais assez bien cet homme pour savoir que cette lettre l'avait atteint. Je me suis arrêtée au café d'en face. Un petit troquet banal, j'ai commandé un thé brûlant, mais je n'y ai pas touché. Je ne pensais qu'à lui. Il avait changé, bien sûr, les rides, les cheveux gris, le dos un peu voûté. Mais ce n'était pas ça qui m'avait le plus frappé. Ce qui m'avait déstabilisé, c'était son absence totale de souvenirs. Je n'étais qu'une étrangère à ses yeux, une femme polie, venue récupérer une valise perdue. Et pourtant, cette lettre, cette unique lettre, semblait avoir fait quelque chose en lui, un frottement dans la mémoire, un grincement lointain dans un mécanisme rouillé. Je suis restée assise là plus d'une heure, à observer la porte de la gare, au cas où il sortirait. Mais il ne l'a pas fait. Il était resté à l'intérieur, avec la lettre, avec mon passé entre ses mains. À un moment, j'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé son prénom Louis plus Paris, plus Café plus Panthéon, mais rien, aucun visage correspondant, aucune trace numérique. C'était comme chercher une ombre sur un écran noir. Puis, je me suis souvenue, dans la valise que j'avais ouverte par erreur la sienne, il y avait un carnet, un petit carnet bleu marine avec un élastique noir. Et dans ce carnet, il y avait une adresse. J'en étais presque sûre. J'avais entrevu une page, des notes manuscrites, une écriture familière, des prénoms, des dates, et en bas, quelque chose comme Avignon, 18 rue de la Balance. J'ai hésité, quelques secondes seulement, puis j'ai repris ma valise et j'ai quitté le café, direction gare Montparnasse. Avignon, c'était loin, mais ce n'était rien comparé aux 40 ans de distance qui nous séparaient. Dans le train, je n'ai pas lu, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. J'ai juste pensé à nous, à lui, à tout ce qu'on aurait pu devenir et à ce qui allait se passer si, une fois encore, il ne se souvenait de rien. Je me préparais au pire, mais au fond de moi, une petite lumière résistait, un éclat d'espoir, un murmure. Et s'il se souvenait, et si cette lettre avait ouvert une brèche? J'ai trouvé la rue facilement. Un quartier calme, des volets bleus, des fleurs au balcon. Le numéro 18 était une maison à 2 étages, avec un petit porche. Je suis restée devant un long moment, comme figée. Et puis, la porte s'est ouverte. Il était là, devant moi, comme s'il m'attendait. Il ne semblait pas surpris. Il n'avait pas l'air confus. Il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit « Vous êtes venu ». Sa voix était différente, plus grave, chargée d'une émotion contenue. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Mes lèvres étaient sèches. Alors il a sorti quelque chose de sa poche, la lettre, pliée, un peu froissée. « J'ai lu ça, et je crois que je vous ai rêvé toute ma vie. » Je n'ai pas su si je devais pleurer, crier, sourire. Tout s'est emmêlé en moi. Je m'appelle Louis Dupré. Je vis ici depuis 16 ans. Mais avant, je ne me souviens pas bien. Je sais juste qu'il y a eu un vide, un énorme vide. Et votre prénom, il résonne comme une chanson oubliée. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur sa joue.
Il n'a pas reculé. Il a fermé les yeux. Et dans ce silence-là, j'ai compris. Il ne se souvenait pas vraiment, pas avec sa tête, mais son cœur, lui, avait gardé la mémoire. Il m'a fait entrer. La maison était simple, calme, baignée de lumière douce. Un vieux tourne-disque jouait un morceau de piano lent, un peu mélancolique. L'air sentait le bois ciré et le thé noir. Je me suis assise sur un canapé beige au coussin légèrement usé. Il s'est assis en face, dans un fauteuil à bascule, et pendant plusieurs secondes, nous ne nous sommes rien dit. Il a rompu le silence. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai regardé longuement. Il n'était pas en train de jouer. Ce n'était pas une excuse pour fuir. C'était vrai. Quelque chose en lui cherchait, creusait, doutait, espérait. Je lui ai parlé de Paris, de nos 20 ans, du café près du Panthéon, des nuits à réciter Prévert et Éluard, du vieux Kodak que nous utilisions pour prendre des portraits flous dans les rues mouillées. Je lui ai raconté la première fois qu'il m'avait tenu la main, le jour où j'avais eu peur dans le métro, et puis le dernier soir, celui où il n'était jamais revenu. Il m'écoutait, la tête légèrement penchée, comme un enfant qu'on berce avec une histoire qui lui semble à la fois inconnue et profondément intime. Puis, d'une voix presque imperceptible, il a dit « Ce café, je le vois dans mes rêves, toujours de nuit, et il y a une fille qui lit à voix haute. Mais je ne vois jamais son visage. C'était vous. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri, et il a compris. » Il s'est levé, a pris un carnet posé sur une commode, couverture en cuir, page jaunie. Il me l'a tendu. J'ai commencé à écrire ses souvenirs il y a 5 ans. Ce sont des images, des sons, des odeurs, des choses que je ne sais pas si j'ai vécues ou inventées, mais elles reviennent, toujours. Et depuis que j'ai lu votre lettre, certaines pages ont pris un sens. Je l'ai feuilleté doucement. À la page 28, il avait écrit « Une fille au manteau bleu, toujours assise au bord d'un lit, un livre à la main. Elle pleure parfois. Je crois qu'elle attend quelqu'un. » C'était moi, le manteau bleu. Je l'ai porté tout l'hiver 1982. Je l'adorais. Il disait que j'avais l'air d'un tableau vivant dedans. Et souvent, oui, je pleurais, en silence, en l'attendant. Je lui ai demandé pourquoi il était parti, pourquoi il n'était jamais revenu. Il s'est figé, puis il a soupiré. On ne me l'a jamais dit clairement, mais un jour, mon frère m'a laissé entendre que j'avais eu un accident, mauvaise chute, moto, coma de quelques jours, et puis trou noir, amnésie partielle, disait-il. Mais surtout, ils ont effacé des choses, des lettres, des photos, des noms. Je crois qu'ils pensaient me protéger, ou peut-être protéger leur réputation. Je venais de rencontrer quelqu'un. Vous, et ce n'était pas conforme à ce qu'ils espéraient pour moi. Je suis restée sans voix, tout ce vide, toute cette absence, tout ce silence de 40 ans, résumé en quelques phrases. Il ne m'avait pas abandonnée, il avait été effacé. Nous sommes sortis, un peu plus tard. Il m'a emmenée au bord du Rhône. Le ciel était bleu clair, presque transparent, le vent léger. Il marchait doucement, comme s'il découvrait son propre corps, et à chaque pas, je le sentais revenir, pas à pas, souvenir après souvenir, bribe après bribe. Il s'est arrêté sur un banc, puis m'a regardé, droit dans les yeux. « Madeleine, je ne me souviens pas de tout, mais il y a une chose dont je suis sûre. Quand je vous vois, mon cœur s'apaise. Et je crois que c'est la seule vérité que je peux vous offrir. » J'ai posé ma main sur la sienne, et j'ai murmuré « C'est suffisant, pour aujourd'hui. » Ce soir-là, je suis restée chez lui, pas dans son lit, pas encore, mais dans la chambre d'amis qui sentait la lavande. Il avait préparé une tasse de tisane, déposé un petit mot sur l'oreiller de main. « Je voudrais vous dessiner, comme je vous imagine depuis 40 ans. » Et là, dans cette chambre inconnue, dans cette maison silencieuse, je me suis sentie chez moi. Le matin est arrivé avec douceur. Un rayon de lumière filtrait à travers les volets entr'ouverts, caressant mes paupières comme une main timide. Je ne suis pas sortie du lit tout de suite. J'ai écouté le silence. Un silence différent de celui de mon appartement à Dijon. Ici, il avait une texture. Il vibrait de vie discrète. Une maison où l'on vivait vraiment. Je suis descendue dans la cuisine. Louise était là,
En tablier, il préparait du café. Il s'est tourné vers moi, un peu surpris. Puis il a souri. Ce sourire-là, je le connaissais. C'était celui d'avant, celui de nos 20 ans. Il était revenu. « Vous avez bien dormi ?» J'ai hoché la tête, émue. J'ai rêvé. De quoi? D'un garçon au manteau beige qui m'attendait sous la pluie, un livre à la main. Il a ri doucement. Ça me ressemble un peu, non? Un peu trop. Après le petit déjeuner, il m'a conduit dans une petite pièce à l'arrière de la maison. C'était un atelier, des toiles, des fusains, des pinceaux et des centaines de croquis. Des visages, des corps en mouvement, des mains, des silhouettes assises sur des bancs, adossées à des arbres, debout face au vent. Et puis, au centre du mur, une série de portraits. La même femme, sous différents angles. Avec des expressions changeantes? C'était moi. Ou plutôt, c'était une version de moi qu'il avait imaginée. Une femme qu'il avait rêvée, reconstruite par morceaux, par sensations, par émotions. Il s'est approché d'un chevalet vide, a installé une toile, puis m'a regardé. « Madeleine, asseyez-vous. Je veux dessiner le vrai visage, pas celui du souvenir, celui d'aujourd'hui. » Je me suis assise, en silence, et pendant plus d'1 heure, il a dessiné. Pas un mot, juste les gestes, la concentration, et ce lien étrange qui passait entre nous, invisible, mais brûlant. Je le regardais parfois, et je voyais dans ses yeux une reconnaissance. Pas une mémoire précise, mais une évidence, comme si son corps se souvenait mieux que sa tête. À la fin, il a reculé, a posé le crayon et s'est tu. Puis il m'a tendu la feuille. Je me suis regardée, ce n'était pas une image flatteuse, ce n'était pas jeune, ni lisse. Mais c'était moi, vraiment moi, avec mes rides, mes doutes et cette lumière étrange dans le regard. Une lumière qu'il avait su voir. Et vous, maintenant, et je crois que je vous aime, même sans tout me rappeler. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri non plus. Je me suis simplement levée et je l'ai embrassé, longtemps, doucement. Les jours qui ont suivi furent comme suspendus. Nous avons redécouvert l'autre comme 2 adolescents. Mais avec la tendresse de ceux qui savent que chaque instant compte, nous avons cuisiné ensemble, lu à voix haute, regardé de vieux films, écouté du jazz les yeux fermés. Et parfois, entre 2 silences, il me disait « Ce morceau me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Alors je lui répondais « Peut-être que ce n'est pas quoi. » Mais qui? Une nuit, il s'est réveillé en sursaut. Je l'ai rejoint dans le salon. Il avait les yeux humides, le carnet entre les mains. Il m'a regardé. « Madeleine, je crois que je me souviens du jour de l'accident. C'était en novembre. J'avais acheté un bouquet de roses blanches. Je voulais te faire une surprise, mais une voiture, un bruit de frein, puis plus rien. Je crois que je venais chez toi. Je crois que je ne suis jamais arrivée. » J'ai pris sa main, l'ai portée à mes lèvres, et je lui ai murmuré « Tu es arrivé maintenant, et c'est tout ce qui compte. » Le passé ne reviendrait pas en entier, mais il n'en avait plus besoin. Parce qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus fort, la mémoire du cœur. Celle qui ne s'efface jamais vraiment, celle qui sait attendre. Même 40 ans. Cela faisait 3 semaines que j'étais à Avignon. 3 semaines. Et pourtant, j'avais l'impression d'y avoir toujours vécu. Le temps s'était mis à marcher autrement, plus lent, plus profond, comme s'il avait compris que ce que nous vivions ne devait pas être pressé. Comme si, après 40 ans d'attente, chaque heure devait être savourée comme un fruit mûr qu'on croyait perdu. Louis et moi, nous étions devenus 2 âmes en apprentissage. Pas des amoureux dans le feu d'un départ, non, plutôt des compagnons de reconstruction, des artisans du lien. Chaque matin, il me disait bonjour avec une douceur nouvelle. Chaque soir, il m'embrassait sur le front comme si ce simple geste réparait 1000 absences. Et entre ces 2 gestes, il y avait la vie, la vraie. Un mercredi, alors que nous revenions du marché, il s'est arrêté devant une vitrine, une galerie d'art, petite, discrète. Il m'a regardé, et si on exposait? J'ai haussé les sourcils. Tu veux dire tes dessins, nos dessins, parce que c'est toi qui les habites. Je n'ai pas répondu. Mais ce jour-là, je l'ai vu appeler le galeriste, lui montrer ses carnets, ses croquis, ses toiles. Et dans les jours suivants, la pièce du fond de la galerie a été libérée.
nettoyer, éclairer. Louis a accroché ses œuvres. Pas toutes, seulement celles qui racontaient une histoire. La nôtre. Il m'a demandé d'écrire les textes qui les accompagneraient, quelques lignes, des souvenirs transformés en poésie. Le soir du vernissage, j'ai mis une robe bleu nuit, simple, mais dans ses yeux, je brillais. Il avait mis une chemise blanche, et il avait cette expression que j'avais oubliée, mi-fière, mi-nerveuse, comme un jeune homme avant son premier récital. Des gens sont venus, pas beaucoup, mais assez. Certains ont demandé si les personnages étaient réels. D'autres ont pleuré en lisant les textes. Une femme s'est approchée de moi. « C'est vous ?»« Non, sur les dessins. » J'ai souri. « Oui. Et non, c'est moi, mais aussi celle que j'ai été et celle que je suis redevenue. » Après le vernissage, nous sommes rentrés à pied, main dans la main, en silence. Devant la maison, il s'est arrêté, puis m'a regardé. « Madeleine, je ne peux pas réparer le passé, mais veux-tu construire l'avenir avec moi sans promesse, sans délai, juste le présent, chaque jour, tant qu'on le peut ?» Je l'ai regardé longtemps et j'ai dit « Oui, mais je veux une chose, que chaque 3 novembre, tu me racontes ce que tu crois avoir oublié, même si ce ne sont que des fragments, même si ce sont des rêves. » Il a ri, puis m'a embrassé. Et la vie a continué, avec ces petits riens qui font tout. Les confitures maison, les après-midi lectures, les dimanches dans les brocantes. Mais aussi les silences, les moments de doute, les jours où Louis se perdait dans des souvenirs flous. Parfois, il appelait un objet par un nom étrange, ou il me demandait si nous avions un chien. Nous n'en avions pas, jamais eu. Mais je ne corrigeais pas. Je le laissais rêver, car ces oublis-là faisaient aussi partie de lui. Et je l'aimais tout entier, même ses trous de mémoire, même ses hésitations. Un jour, il est tombé malade. Une grippe banale, d'abord, mais qui a duré. Puis c'est compliqué, des examens, des doutes, des mots qu'on n'aime pas entendre, dégénérescence, ralentissement cognitif, surveillance. Mais il n'avait pas peur. Il m'a dit un soir, assis près du feu, « Même si je perds la mémoire, je veux que tu restes mon encre. Et si un jour je ne te reconnais plus, raconte-moi encore notre histoire, encore, encore, jusqu'à ce que mon cœur se souvienne. Et moi, je le ferai, tant que je respire, tant que je peux parler, tant que le temps nous le permet. Parce que parfois, l'amour arrive tard, mais il est d'autant plus précieux. Il ne vient pas avec la foudre, mais avec la persistance. Il ne fait pas battre le cœur plus vite, il le calme, l'apaise, l'enracine. Le temps a passé, pas comme une ligne droite, mais comme une vague, avec ses creux, ses élans, ses retours imprévus. Louis a lentement oublié certaines choses, des dates, des noms, des lieux. Mais jamais ma voix, jamais mes silences. Parfois, il me regardait longuement, les sourcils froncés, puis il disait « Je ne sais plus comment tu t'appelles, mais je sais que je t'aime, et ça me suffit. » Alors je posais ma main sur la sienne et je répondais simplement « Moi aussi ». Nous avions appris à vivre avec la fragilité, à faire de chaque jour un choix, un serment discret, un poème sans rime. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles tapissaient le jardin, il m'a demandé de sortir le vieux carnet bleu, celui de ses souvenirs épars, celui qu'il griffonnait parfois quand la mémoire le reprenait par surprise. Je l'ai posé sur ses genoux, il a tourné les pages une à une, certaines étaient restées vierges, d'autres portaient des mots sans queue ni tête. Puis il est arrivé à la dernière page remplie, là, en bas, d'une écriture tremblante, il avait écrit « Elle est venue me chercher là où je ne me trouvais plus. Elle a rallumé la lumière dans une maison sans fenêtre. Elle s'appelle Madeleine. Et elle est ma mémoire vivante. Je n'ai pas pleuré. Pas ce jour-là. J'ai simplement fermé les yeux et j'ai serré ce carnet contre ma poitrine comme on serre une preuve d'amour éternel. Peu après, il m'a demandé un dernier voyage. Je veux revoir Paris, pas pour me souvenir, mais pour te regarder, toi, dans la ville où tout a commencé. » Nous avons pris le train, comme 2 amants sans âge, comme 2 enfants en excursion. À la gare de Lyon, il a serré ma main un peu plus fort. Ses pas étaient lents, mais déterminés. Il ne voulait pas revoir les lieux. Il voulait nous revoir. Nous avons marché jusqu'au Panthéon. Le petit café n'était plus là, remplacé par une chaîne impersonnelle. Mais ce n'était pas grave.
parce que dans ses yeux, je voyais encore le reflet du jeune homme d'autrefois, et dans mon cœur, je portais la femme que j'étais redevenue. Ce soir-là, à l'hôtel, je l'ai entendu parler dans son sommeil, il chuchotait des mots doux, des morceaux de poèmes, et mon prénom, clairement, comme s'il n'avait jamais été oublié. Le lendemain, il s'est réveillé avec un sourire, un vrai, incomplet, presque juvénile. « J'ai rêvé de toi, mais ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir, un vrai. Je crois que je suis revenue. » Nous sommes rentrés à Avignon, et les mois ont continué à filer. Le printemps est revenu, avec ses fleurs, ses parfums, et cette lumière d'espoir qu'on croyait perdue après un certain âge. Louis n'allait pas mieux, mais il n'allait pas plus mal non plus, et chaque jour passé ensemble était un miracle calme. Nous avons transformé le salon en atelier partagé. Je dessinais avec lui, il écrivait parfois, et moi, je racontais. C'est ainsi que cette histoire est née, de ces silences, de mes mots, de nos mains posées l'une sur l'autre. Car si j'ai appris une chose, c'est que l'amour n'a pas d'âge, il a simplement besoin d'un moment pour éclore. Et parfois, ce moment arrive plus tard, mais il arrive. Alors, si vous m'écoutez en ce moment, et que vous croyez que c'est fini, que c'est trop tard, que tout a déjà été vécu, laissez-moi vous dire ceci, et si ce n'était que le début? Et si votre histoire d'amour était là, quelque part, dans une valise échangée, dans un regard oublié, dans une lettre jamais envoyée? Et si vous osiez encore ouvrir la porte, pas pour retrouver le passé, mais pour accueillir ce qui reste à vivre? Merci d'avoir écouté notre histoire. Si elle vous a touché, laissez un commentaire, partagez votre propre souvenir perdu. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres récits vrais, simples, mais remplis de ce que la vie sait offrir de plus beau, la seconde chance.